Toute ressemblance avec des astronomes existants ou ayant existé serait purement fortuite. Venez, madame, c'est par ici, allez-y. Après vous, je vous en prie, c'est mon bureau. Merci, bonjour monsieur Merci, le directeur. madame, merci d'être venue et de vous être déplacée aussi vite, surtout. C'est grand. C'est très grand, c'est mon bureau, voilà. Si je vous ai convoqué, c'est suite à 2-3 petites choses avec votre fils. Oui, ça vous dérange pas, on est un peu dans le noir. Non, si vous voulez, on se met là. Hein, Non, non, c'est parfait. D'habitude, j'ai l'habitude d'y faire des mises en pli, plutôt. Donc, vous voyez, comme on est bien coiffé, je pense pas que ce soit nécessaire. Bien. Voilà, alors, je voulais vous dire, asseyez-vous déjà, hein, prenez place. Oui. Non, non, je vais rester debout. Bon, bah moi, je vais m'asseoir, du coup, alors. C'est incroyable, hein. Votre fils est toujours dans la Lune, hein. Toujours, toujours, toujours. Hein. Oui. Il a le regard, comme on dirait, qui porte vers le haut. Oui. Vous voyez, il y en a qui portent vers le bas, et lui, il porte vers le haut. Si bien que il ne voit même plus les autres. Oui, vous avez remarqué. Ah oui, c'est remarquable. C'est absolument remarquable. Tenez, la dernière fois, je lui demandais des réponses suite aux leçons qu'on était en train d'étudier. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Que l'essentiel n'est pas de trouver les réponses, mais de toujours se poser des questions. Et il vous a répondu? Non, il m'a posé des questions, justement, auxquelles je n'ai pas pu répondre. Ah, d'accord. Étonnant. Ouais. Ça résonne. Et il y a aussi une petite chose sur laquelle je voulais vous entretenir. Oui. C'est qu'il dessine. Hein. Il dessine beaucoup. Hein. Oui. De plus en plus. Oui. Il finit par faire que ça. Et il dessine sur son bureau, c'est bien simple, des points avec son compas. Et puis après, il trace des lignes qu'on n'arrive pas à déchiffrer. C'est bien simple. La dernière fois, il est allé jusqu'à se dessiner sur le corps, madame. Oui, je sais, je sais. Oui, De partout, oui, je de sais. partout, c'est quand même incroyable. Vous me chatouillez, monsieur le directeur. Pardon, excusez-moi. Oui, je sais. Prenez une chaise, asseyez-vous quand même. Non, je vous en Je ne prie. suis pas... Merci, merci. Voilà. Oui, je sais. Oui. Vous savez, à la Oh, maison... vous savez qu'on ne sait vraiment jamais, hein. Attention. Oui. Comme dirait votre fils. Ah, je ne sais plus, monsieur le directeur, je ne sais plus. Écoutez, à la maison aussi, il dessine beaucoup. Ah oui, Avec mon mari, on commence à s'inquiéter. je comprends. On se demande ce qu'il va devenir. Et regardez, hier soir, Oui. encore. Qu'est-ce que... Edmond. Oui. Edmond. Regarde, je t'ai fait un dessin. Oh Ah, c'est joli. Tu trouves? C'est très joli. Tu devrais ranger ta chambre, hein. Ah, pardon, maman. C'est joli, dis donc. C'est... Qu'est-ce que c'est? Ah bon, enfin, ça se voit quand Oh, même, attends, c'est attends, clair. attends. Ne me dis pas, laisse-moi deviner. Ah, alors? Oui, J'ai oui. passé toute la nuit. Ah oui. Un œuf frit avec des frites et des petits pois. Non. Non, c'est pas ça, non. Non, attends. Autoportrait d'un enfant malade. Oh non, non plus, je attends. veux pas devenir médecin. Attends. Un des premiers dessins de Picasso. On voit très bien l'œil. Non, non plus, tu Non, sais, l'histoire attends. de l'art, ça ne me passionne pas. Je sais, mon chéri. C'est un virus du choléra vu de... Non, non plus. Ah, je sais. Enfin, maman, ça... Oui. Ça Oui. C'est le grand atlas de l'univers, ça. C'est le répertoire du ciel. C'est le dictionnaire des étoiles. C'est l'abécédaire du cosmos. J'en perds ma chuisse tellement ça me m'émeut. C'est le glossaire du cosmos. Oui. Oui. C'est l'encyclopédie du vide, maman. C'est le lexique du mystique. C'est un livre ouvert sur nous-mêmes. Tu comprends? Tu as des étoiles plein les yeux, mon fils. Eh oui, bon. Ah, mon fils. C'est parce que c'est l'œuvre de la création. Oui, c'est ça. Lâche-moi. T'as pris ta pilule? Maman, Écoute. il va falloir que tu lâches du lest maintenant. Écoute. Tu vas commencer par aller ranger ta chambre et tu vas te mettre à faire tes devoirs. Non, attends, j'ai pas fini. Écoute-moi. Je ne t'ai rien expliqué encore. Comment tu veux que j'aille faire mes devoirs? Je veux devenir astronome, maman. Non, plus précis. Je veux devenir cosmographe. Non, c'est nul, ça, cosmographe. Non, je veux devenir cosmologiste. Ça, c'est bien. Non, mieux. Je veux devenir astro-cosmologaphologiste. Ouais, c'est ça que je veux faire.
Ne range pas ta chambre. Pourquoi? Mets-toi tout de suite au travail. Ah bon? Oui, tu sais, il faut faire très bien ses devoirs pour arriver à être claustrophobe. Tout. Allô, chérie, je te dérange pas? Je crois qu'on vient de perdre le petit. Il veut devenir astrologue. Oh, Il est dans sa chambre. maman, Je sais pas ce qu'il fait. maman, j'ai trouvé. Oui, Regarde, je te rappelle. je sais qui je veux être vraiment, ça y est. J'ai trouvé, je veux être Johan Richard. C'est lui que je veux être. Je peux toucher? Oh, je veux être lui. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre cosmo-astro-philosopho-géographico de la soirée log. Johan Richard. Merci. Bonsoir à tous. Bon, c'était une très belle introduction, merci beaucoup. Et merci à l'Observatoire et au service de diffusion des connaissances pour leur aide pour cette conférence un peu inédite. Donc, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver devant du public. Depuis, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une conférence devant du public, donc ça me fait vraiment plaisir. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est une conférence sur la cartographie céleste. Donc la cartographie céleste, c'est la représentation des étoiles et du ciel, et elle a vraiment progressé évidemment depuis les prémices. Donc on est parti des toutes premières représentations du ciel comme ça sur un disque en métal au néolithique où on voit le soleil, la lune et quelques étoiles. On pense reconnaître ici par exemple l'amas des Pléiades, à des choses beaucoup plus, l'âge d'or de la cartographie, des atlas hyper détaillés où on représentait les étoiles et les constellations. Et finalement, maintenant, les astronomes et les cosmologistes, comme moi-même, on étudie le ciel et on cartographie le ciel à longueur de temps pour étudier les structures de l'univers. Et tout ça, en fait, ça reste la même lignée, c'est-à-dire que l'histoire de la cartographie céleste, c'est l'histoire de l'astronomie et de l'astrophysique. Alors on le fait pour différentes raisons, tout ça, mais quelque part, il y a une continuité un petit peu dans tout ça, et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Alors quand on regarde le ciel, ici vous voyez une représentation du ciel qu'on pourrait voir ce soir à l'Observatoire du Lion, donc les coupoles qui sont au fond du parc où nous sommes. Quand on regarde le ciel comme ça, on voit les étoiles, la lune, et le ciel est relativement immuable. Et quand on voit ces points dans le ciel, on a envie de les regarder et de les utiliser comme des repères. On peut voir des alignements entre les étoiles, on a envie de les regrouper et de trouver des systématiques là-dedans, retrouver des symboles, des alignements. Mais si on laisse le temps bouger, entre le jour et la nuit, et qu'on accélère vraiment le temps, on voit que ces étoiles sont en fait en mouvement perpétuel dans le ciel, au fur et à mesure du temps. On voit le cycle du jour et de la nuit, c'est dû à la rotation de la Terre, évidemment. Donc quand c'est très accéléré, on retrouve par contre les étoiles de nuit en nuit, à peu près à la même position, mais pas exactement. Et du coup, on va chercher à se repérer en mettant des alignements, des groupes. Ici, c'est tous ces traits que vous voyez sur l'image du ciel, c'est ce qu'on appelle les constellations, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des dessins pour se repérer. Parce que finalement, quand tout bouge, à ce moment-là, on va avoir besoin de ces repères pour se dire « Ah, on est en train de regarder une étoile. Qu'est-ce qui ressemble à une étoile plus qu'une autre étoile, finalement ?» C'est ça la question. Donc on va vouloir chercher à mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et c'est le principe de faire des cartes du ciel et des représentations de la voûte céleste. Donc la cartographie céleste, c'est à la fois une mesure de l'espace, des positions dans le ciel, mais aussi du temps, puisque finalement, comme ce ciel bouge au fur et à mesure du jour et au fur et à mesure de l'année, on va pouvoir se repérer dans l'espace en regardant l'orientation suivant dans quelle direction on regarde, on va voir une étoile différente, mais aussi suivant l'époque de l'année et l'heure du jour, on va voir également des étoiles différentes. Donc il y a différentes motivations pour faire tout ça. Au début, c'était plutôt des aspects pratiques, puisque la connaissance du temps, c'était très important pour les premières civilisations, notamment pour l'agriculture, il faut bien se sustenter. Et donc on a voulu ainsi, en étudiant le ciel,
connaître le rythme des saisons, se repérer sur Terre, mettre de l'ordre et de la rationalité. Quand on voit ce ciel qui semble bouger, mais pas complètement, et on va retrouver quand même des repères à faire au mesure du temps, on voit qu'il y a un certain ordre. Et tout ça, finalement, il y a toujours eu une dimension mystique, mythologique derrière, c'est-à-dire qui fait cet ordre dans l'univers, qu'est-ce qui fait qu'on ait ces représentations. Donc c'est un peu aussi la place de l'homme dans l'univers, qui nous se repérer, savoir où sont les étoiles, c'est ça qui derrière qui motive. Et enfin, au-dessus de tout ça, c'est comprendre les causes, que ce soit des causes métaphysiques ou des lois physiques. Voilà. Donc les constellations, ce qu'on a appelé constellations, c'est un groupe d'étoiles qui sont situées dans une même région du ciel, qu'on peut repérer généralement facilement. On va les regrouper parce qu'elles sont proches les unes des autres ou elles ont des alignements particuliers, un petit peu, c'est complètement aléatoire, mais ici, une des constellations les plus connues, c'est la constellation d'Orion, puisque vous avez un alignement de 3 étoiles très connu qui s'appelle la ceinture d'Orion, le baudrier d'Orion, et cet alignement un peu fortuit de 3 étoiles quasiment de la même brillance, c'est comme ça qu'on va la repérer et plusieurs civilisations ont repéré comme ça les mêmes constellations. En réalité, quand on est ici et qu'on regarde Orion, en fait c'est l'image projetée d'étoiles qui sont situées à des très grandes distances, mais ça on ne peut pas le savoir, à l'œil on ne peut pas mesurer les distances des étoiles, vous ne pouvez pas savoir quand vous regardez une étoile si elle est plus ou moins proche d'une autre, et donc en réalité c'est simplement un effet de projection, comme si vous mettiez un écran devant la ligne de visée vers les étoiles qui sont beaucoup plus loin. Et il n'y a pas de réalité physique à une constellation. C'est simplement un moyen mnémotechnique, un repère pour trouver sa place dans le ciel. D'autres exemples ici, c'est l'amas des Pléiades. Vous avez là physiquement des étoiles qui sont très proches les unes des autres. Ça fait un petit paquet d'étoiles. Là, pour le coup, elles sont à la même distance. C'est autre chose, mais dans les deux cas, c'est quelque chose qui, pour nous, on va appeler ça un astérisme, une constellation. C'est un repère dans le ciel. Donc Orion, il porte son nom pour le chasseur Orion qui est représenté par les étoiles. Donc je vous ai parlé de la ceinture d'Orion. Vous voyez les étoiles principales de la constellation ici, sur la carte du ciel. Donc on va retourner comme ça aux prémices de la cartographie céleste et pour savoir comment toutes ces constellations sont apparues, qui leur a donné des noms et pourquoi et comment on a choisi un petit peu ces noms-là et comment chaque civilisation a essayé de se repérer et de comparer des étoiles par rapport aux autres. Alors bien évidemment, j'aurais largement pas le temps d'être exhaustif à ce sujet, donc je vais choisir quelques éléments de quelques civilisations pour vous donner un petit peu cette idée-là, en essayant de tracer essentiellement les constellations qu'on utilise actuellement. Il y a 88 constellations qui sont encore utilisées, notamment en astronomie amateur, pour se repérer dans le ciel. Les 12 constellations les plus connues sont celles du zodiaque et qui ont été au départ identifiées et nommées par les Babyloniens. Donc à Babylone, le zodiaque, c'est un moyen pour eux de se repérer dans le temps, d'identifier les saisons. Qu'est-ce que c'est le zodiaque? C'est en fait tout un groupe de constellations, des astérismes, qui ont été identifiés dans l'alignement entre la Terre et le Soleil. Donc chaque fois, au cours de la révolution de la Terre autour du Soleil, à chaque fois quand vous regardez le Soleil, il est aligné avec une certaine position du ciel. Les Babyloniens avaient compris qu'en journée, en fait, les étoiles étaient toujours là, simplement cachées derrière le Soleil. Et donc, ils avaient vu des groupes de constellations comme ça, et en les identifiant, ils leur avaient donné des noms qui ont souvent des rapports avec l'agriculture, le cycle des saisons. Par exemple, le dieu des sources a une tête de bélier, et donc la constellation du bélier qui est au moment du printemps, au moment où le soleil est dans la constellation du bélier au printemps, c'est là où il y a les sources, ou la présence d'eau. Donc on a plutôt des constellations d'eau, comme le poisson, le bélier, même le capricorne, ou le verseau. Et inversement, dans le lion représente la chaleur du soleil pendant l'été, etc. Donc il y a une symbolique derrière de cycle de saison. Les Égyptiens avaient
côtoyé les Babyloniens, avaient été en contact avec les Babyloniens et donc ont récupéré ces constellations qui avaient été identifiées et nommées. Et eux-mêmes ont cherché dans le ciel des symboliques religieuses. Ils avaient leur divinité, ils ont commencé à représenter dans le ciel des groupes d'étoiles en les associant à leur divinité. Et c'était surtout des très grands mesureurs et observateurs d'étoiles. Ils avaient notamment construit les pyramides de manière parfaitement alignée. Et la forme des pyramides, qui est vraiment très très précisément mesurée et orientée, on pense qu'ils ont utilisé des alignements d'étoiles très précises pour les aligner. On peut le voir notamment avec les galeries qui se situent dans les pyramides. Donc il y a les grandes galeries qui sont percées à l'intérieur de la pyramide, qui pointent dans des directions précises, mais on ne sait pas trop pourquoi quand on regarde ça. Mais si on se replace à cette époque-là, on voit en fait que l'orientation de ces galeries, c'est l'orientation vers des étoiles particulières, au moment d'un moment spécifique, disons, de l'année, où par exemple l'étoile Sirius, elle est orientée dans cette direction. Le baudrier d'Orion, la ceinture d'Orion, on a vu que c'était un symbole très courant dans les civilisations, un astérisque que les civilisations ont souvent utilisé. Et de l'autre côté, par exemple, ces galeries-là étaient orientées vers Alpha du Dragon. Alpha du Dragon, le Dragon, c'est une constellation parmi d'autres. Pourquoi Alpha du Dragon? Eh bien, il faut remonter en fait à l'époque de l'Égypte. Alpha du Dragon, c'était leur étoile polaire. Il se trouve, quand on vous dit il y a une étoile polaire, en réalité, l'étoile polaire change au cours du temps. Je reviendrai un petit peu là-dessus après. Et pour les Égyptiens, c'est l'étoile Alpha du Dragon qui servait d'étoile polaire. Et donc on voit que ces alignements sont précisément dans ces directions-là. Il représentait aussi, vous voyez, une voûte céleste qui représentait dans des tombeaux. Ici, c'est la tombe de Ramsès IV, où on représentait des noms d'astres qui correspondaient à des périodes de l'année, des périodes de plus en plus précises, qui s'appellent les décans. Et donc aller un peu plus au-delà du zodiaque, finalement, aller avoir une mesure du temps à partir des positions des étoiles. Mais c'est pas vrai, on ne peut pas vraiment parler de cartographie du ciel par elle-même ici. Les représentations de voûtes célestes, par contre, ici, sans placer les étoiles, les Égyptiens ont par la suite côtoyé les Grecs et ont été influencés sur les représentations, mais ils ont gardé leur mythologie. Et sur ce zodiaque que vous voyez ici, qui est un plafond, le zodiaque de Dendera, à peu près à -50, on retrouve les constellations du zodiaque des Babyloniens. Vous reconnaissez certainement le Sagittaire, le Lion par exemple, il y a le Poisson, il y a d'autres constellations, le Taureau, mais aussi des constellations comme ici au niveau autour de l'étoile polaire, qui sont liées à la mythologie égyptienne. Je vais en prendre une en particulier, celle-ci. Si je zoome dessus, vous pouvez voir qu'elle ressemble à une jambe de bœuf. La jambe de bœuf, c'est le dieu Apis chez les Égyptiens, la représentation du dieu Apis. Et cette jambe de bœuf, elle peut vous faire penser à une constellation qu'on connaît bien, nous, qui est en fait la grande ours, qu'on appelle aussi la grande casserole. Et c'est bien ça, de ça dont il s'agit. Vous voyez, les 7 étoiles de la grande ours se représentent directement par-dessus la forme de cette jambe de bœuf. Donc ils avaient repéré la grande ours, mais ils l'avaient associée avec leur propre mythologie. Les Gréco-Romains, là encore, ont repris les observations et les mesures des Égyptiens et le zodiaque des Babyloniens, et là encore, ont rajouté leur propre mythologie. Et surtout, ils ont rajouté beaucoup de mathématiques, de trigonométrie. C'est eux qui ont vraiment enfin avoir eu la mesure de la trigonométrie, ce qui est indispensable si vous voulez représenter un globe céleste ou représenter une carte du ciel qui est en fait enveloppée sur une sphère. Eudoxe de Cnide, autour de -400, a commencé à théoriser les mouvements des étoiles et des planètes. Et puis, par la suite, Hipparque, alors c'est dans la lignée d'autres philosophes mathématiciens comme Aristote ou Pythagore. Hipparque, c'est lui qui a vraiment fait les mesures, des observations précises d'étoiles et fait un premier grand catalogue de 850 étoiles. Donc un catalogue où on notait simplement les positions, les noms et les positions des étoiles dans des constellations, mais il n'y avait vraiment pas de carte du ciel directement, vraiment ce qu'on peut appeler une carte du ciel, une représentation en 2 dimensions de la position des étoiles. Les noms des constellations étaient liés à la mythologie et on les retrouve maintenant, et l'essentiel des constellations de l'hémisphère nord sont liées en fait à la mythologie gréco-romaine.
Juste pour vous donner un exemple, ici, quand vous regardez le ciel d'automne, vous avez un certain nombre de constellations et on peut retracer la légende. Vous avez Persée, qui a chevauché le cheval et les Pégases pour aller délivrer Andromède du monstre marin, la Malène, et Persée était lui-même le fils de Cassiopée et de Céphée. Donc en fait, dans une région du ciel comme ça, vous pouvez avoir un résumé d'une légende de la grecque, gréco-romaine. Ce que Hipparque avait également identifié, qui est assez impressionnant, je dirais, pour l'époque, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est en fait ce dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que l'étoile polaire n'est jamais exactement à la même position au cours du temps. Comment ça se passe? Eh bien, si vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, elle tourne aussi sur elle-même le long d'un axe. On imagine cet axe, elle tourne à très très grande vitesse. Et quand vous avez ce mouvement qui est un peu comme un mouvement de toupie, et vous faites tourner une toupie comme ça, un peu inclinée, elle a une inclinaison, elle n'est pas directement perpendiculaire à l'orbite autour du Soleil. Quand vous avez une toupie qui est un peu inclinée comme ça, elle va avoir un mouvement de précession beaucoup plus lent. C'est-à-dire qu'elle va décrire, l'axe de la Terre va décrire lui-même un grand cercle. Et ce mouvement est très lent. Il fait un tour complet en 26 000 ans. Donc à l'œil, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir même à l'échelle humaine, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement mesurer. Et Hipparque avait réussi à le mesurer en comparant des observations de ses prédécesseurs à ses propres observations, et avait notamment donné un très bon ordre de grandeur sur la valeur de cette précession. Et alpha du dragon, du coup, à l'époque, chez les Égyptiens, si on remonte 4000 ans avant notre ère, sur 26 000 ans, là, ça devient significatif, et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient alpha du dragon comme étoile polaire. Pardon ? Par rapport aux mesures, en utilisant les mesures simplement sur le ciel, en comparant avec ses prédécesseurs, il suffit qu'il y ait quelqu'un 50 ans avant a pu faire une mesure et c'est suffisamment précis pour que le décalage soit significatif. Ptolémée est celui qui a vraiment résumé, je dirais, l'ensemble du savoir. Il a écrit un traité qui est très important, qui s'appelle l'Almageste, autour des années en 170 après Jésus-Christ, dans lequel il répertorie les positions de 1022 étoiles en 48 constellations. Et du coup, ça a vraiment résumé le savoir. Il résume la cosmologie d'Aristote, qui dit que la Terre est au centre de l'univers, que tout est sphère, c'est un ensemble de sphères imbriquées les unes dans les autres, une cinquantaine de sphères. Et il avait identifié aussi les planètes comme des astres errants, ce n'est pas des étoiles, c'est des objets qui se déplacent par rapport aux étoiles. Je ne vais pas parler trop des planètes, puisque je n'aurai pas le temps de couvrir tout, donc je vais surtout parler des étoiles et après des galaxies. Mais voilà, il y aura évidemment l'histoire des planètes en plus. Mais si on se résume aux étoiles, dans le traité, dans l'Almageste, Ptolémée explique aussi comment fabriquer un globe céleste. Et on savait, du coup, ici vous avez l'Atlas de Farnèse, qui est une statue qui représente un globe céleste. Les Grecs savaient représenter un globe céleste. Et pourtant, malgré un catalogue de 1000 étoiles comme ça, il n'y a pas une seule carte existante, ou du moins on ne l'a jamais retrouvée, du ciel ou de l'ensemble du ciel tel qu'on peut l'imaginer, comme une carte terrestre. Il n'y a pas ça qui existe qu'on a retrouvé chez les Grecs. On pense que ça peut certainement exister, c'est simplement qu'on ne les a pas retrouvés. La première vraie carte du ciel, la plus ancienne qu'on peut vraiment qualifier de carte du ciel, je dirais, il faut faire un petit saut, et on la trouve en Chine. C'est ce qu'on appelle le manuscrit de Dungan, qui a été dessiné vers 650, donc c'est un manuscrit dans lequel est représenté le ciel dans la civilisation chinoise. Chez les Chinois, ce n'est pas la mythologie chinoise qui est représentée dans le ciel. Les Chinois voyaient dans le ciel un système social et politique identique à celui qu'il y avait sur Terre. Donc ils voyaient le ciel autour du pôle Nord, de l'étoile polaire, et au pôle Nord, on avait l'empereur. Et ces constellations qui entourent l'étoile polaire, c'est la cité impériale, avec des murailles, d'accord ? C'est cette structure-là, cette structure politique qu'ils voyaient. Si je fais défiler ce manuscrit qui est très long, vous avez en fait pour chaque mois une représentation de l'ensemble des constellations. Et la différence avec tout ce qui a été fait jusqu'à ce qu'on connaît, qui a été fait auparavant, c'est le côté global et la position précise de toutes ces étoiles sur ce manuscrit. On reconnaît également
peut-être ici vous pouvez reconnaître la constellation d'Orion, qui elle-même avait été associée de la même manière que chez les Grecs, les Romains, avec les 3 étoiles alignées de la ceinture. Et la précision, on parle ici de quelques degrés sur le ciel. Quelques degrés, c'est 1 degré, c'est 2 fois le diamètre de la pleine lune. Alors ça paraît un petit peu imprécis comme ça, mais pour l'époque c'était quand même déjà, et ça paraît très rudimentaire comme type de dessin, mais derrière il y a quand même une très grande précision. D'autres civilisations, juste, je ne veux pas faire le tour de toutes les civilisations possibles, il y en a une palanquée, mais ils ont des points communs, ils ont identifié généralement Orion, la Grande Ourse ou les Pléiades, toutes les ont associées comme une constellation ou un astérisme. Ce qui est très intéressant à voir, c'est les constellations de l'hémisphère sud. Notamment donc chez les aborigènes d'Australie, donc il y a plusieurs civilisations, mais notamment ils avaient identifié une constellation, non pas comme un groupe d'étoiles, mais dans l'hémisphère sud, ce qui choque, ce qui vraiment est le plus spectaculaire, le plus contrasté, c'est la Voie lactée. Si vous avez l'occasion une fois d'aller dans l'hémisphère sud et d'aller dans un endroit un peu à l'écart des grandes villes, vous pouvez vous rendre compte à quel point la Voie lactée est beaucoup plus impressionnante, lumineuse. Sur la photo que vous avez ici sur le mur, en fait, là où c'est la partie la plus lumineuse et la plus contrastée, elle est visible que de l'hémisphère sud. Et c'est pour ça qu'on n'a pas accès à cette partie-là dans l'hémisphère nord. Et c'est intéressant parce que, à la fois, les aborigènes d'Australie avaient identifié, par exemple, ici, l'émeu, en suivant un petit peu les zones sombres de la Voie lactée. Et l'émeu, finalement, c'est l'animal qui correspond à leur localisation. Mais dans les mêmes régions et avec des contours un peu similaires, vous allez dans l'hémisphère sud, et là vous trouvez les Incas qui avaient identifié dans les constellations d'autres groupes, et ici par exemple le Lama, qui est là où les Australiens avaient identifié l'émeu. Et pareil, ils n'avaient pas identifié des constellations comme des groupes d'étoiles, ils avaient identifié des régions de la Voie lactée, mais le principe est le même. On cherche un repère, c'est peut-être moins précis, mais on voit ce repère, et ces nuages sombres sont vraiment impressionnants et sautent aux yeux. Donc il y avait le serpent, le crapaud, la perdrix, le lama, le bébé lama, le renard et la perdrix, entre autres. Donc si je continue un petit peu dans l'histoire de la cartographie, la suite, ce qui a perpétué le savoir gréco-romain, finalement, ce n'est pas l'Europe occidentale. Finalement, ceux qui ont récupéré le savoir et qui l'ont perpétué, c'est les astronomes, les scientifiques du monde arabo-musulman. C'est eux qui ont été au contact, d'abord en Palestine et en Espagne, avec les savoirs des anciennes civilisations. Ils les ont perpétués et finalement, on les a redécouverts par la suite par traduction de l'arabe. L'Almageste de Ptolémée, dont j'ai parlé tout à l'heure, le mot Almageste veut dire le plus grand en arabe. D'accord ? C'est parce qu'on n'a jamais eu directement le contact avec les textes de Ptolémée, mais on l'a eu grâce aux Arabes qui ont perpétué tout ce savoir. Donc ils avaient cette connaissance, ce contact avec les connaissances antiques qu'ils ont poursuivi. Ils avaient des mesures et des nouveaux instruments très intéressants, je vais parler un petit peu après. Ils ont donné des noms aux étoiles, beaucoup de noms d'étoiles comme Bételgeuse, Deneb, etc. Les noms d'étoiles les plus connus viennent de l'arabe. Et ils ont construit des instruments comme l'astrolabe ou la sphère armillaire. Leurs besoins étaient surtout d'origine religieuse. Ils avaient un besoin de connaître le temps et la position ou l'orientation pour savoir les horaires de prière, la direction de la Mecque, le positionnement dans les mosquées, etc. Mais c'est ça qui a vraiment poussé des astronomes et des scientifiques et tout un savoir qui s'est développé pour perpétuer la connaissance du ciel. Al-Sufi, donc entre 900 et 1000 après Jésus-Christ, a écrit comme ça tout un manuscrit avec des enluminures comme ça de constellations où il y a une description des constellations et des positions des étoiles par constellation. Ce n'est pas une carte du ciel, mais on s'en rapproche par petits morceaux, je dirais. Et je vais nommer simplement Ulugh Beg également comme un des grands astronomes de l'époque du monde musulman, qui était en Ouzbékistan. Il avait fondé un grand observatoire à Samarcande où il avait perpétué ce savoir de scientifique. Donc j'ai nommé deux instruments qui sont l'astrolabe et la sphère armillaire. De quoi on parle ? On parle en fait d'une version miniature d'une carte du ciel, d'un globe céleste plutôt aplati.
On imagine un globe céleste qu'on aurait complètement aplati. Il y a toute une légende qui parle pour avoir inventé l'astrolabe, il fallait avoir fabriqué un globe céleste et l'avoir fait piétiner par un cheval, et on obtient cette forme-là. De quoi on parle? On a en fait une représentation sur un tympan à l'arrière, sur lesquels sont représentées des positions d'étoiles, de quelques étoiles particulières, et dessus une partie mobile qu'on oriente en fonction de la visibilité de ces étoiles. Alors tout cela par-dessus, c'est extrêmement bien enrichi, décoré, mais vous avez toutes ces graduations, c'est quand même très précis. Et ça vous donne en fait une sorte d'horloge portative. Si vous la gardez à peu près à la même latitude, à peu près dans les mêmes régions, vous pouvez savoir soit où vous êtes si vous connaissez l'heure, soit l'heure si vous savez exactement où vous êtes. Et donc, c'était un peu un système d'horloge portative. Le principe, c'était de pouvoir porter la mobilité, qui était importante. La sphère armillaire, c'est une espèce de globe céleste, mais dans lequel on représente les mouvements, on place les mouvements, on déplace les étoiles par rapport à un observateur. Et donc, c'est une représentation similaire, mais vous voyez, avec l'inclinaison de la Terre sur elle-même, et au fur et à mesure de l'année, on peut savoir quel est le ciel qui va être observable au-dessus de l'horizon. Donc on a un certain horizon et par-dessus on voit les constellations observables en tournant la sphère. De la même manière ici, ce qu'il y a dans le cercle ici, c'est ce qui est observable à un moment donné. Enfin, à l'époque médiévale, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Europe occidentale? Pas grand-chose. L'astronomie est quand même enseignée sous l'autorité religieuse. Donc on ne va pas chercher à découvrir de nouvelles choses, on va améliorer des techniques, on va redécouvrir le savoir grâce à l'influence des Arabes. C'est en contact des Arabes qu'on va retrouver le savoir des Gréco-Romains. Donc il y a la redécouverte d'Aristote et de Ptolémée, mais pour savoir exactement de quoi on parle, on va se renseigner auprès de saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin. C'est les docteurs de l'Église qui indiquent exactement comment il faut penser, comment le monde est fait, etc. Et ça a vraiment influencé toute la suite. Il y a eu quand même beaucoup d'améliorations, de découvertes en architecture, en horlogerie. Et ici, vous avez une représentation de la cathédrale de Lyon avec l'horloge astronomique qui représente de manière très précise le mouvement des étoiles, des planètes au fur et à mesure du temps, avec le calendrier religieux derrière. Mais vous voyez quand même que toutes les fioritures, les arabesques que vous avez ici, on voit l'influence arabo-musulmane sur ce type d'objet. Voilà. Donc, c'est la fin de cette première partie. Il y a bien longtemps, en des temps immémoriaux, quelque part sur la planète, la lumière fut. Et le ciel préoccupait et accompagnait déjà les hommes dans leurs activités quotidiennes. Mais voyons ça d'un peu plus près. Pendant ce temps-là, chez les Babyloniens. Dilomène, ma femme, Oui, je t'arrives. viens de recevoir le dernier éphéméride, numéro du mois de janvier. Je suis encore en train de t'affairer à la terre. C'est bien, femme, travaille pendant que je lis. Je m'affaire pas à la terre, je range les denrées, les graines, la semoule. C'est bien, j'aime bien l'accent pied noir aussi, pourquoi pas. La pleine lune a lieu demain. Tariban, si Oui, tu te Calimène. moques encore de mes origines, je pars. Mais je t'aime, mon amour, ma petite graine de courge. Alors, si je me réfère au grand livre de l'agriculture, nous devons récolter, je crois, c'est écrit en chiffres romains, c'est très étrange, les racines de tapioca dans 2 pleines lunes. Tu pourras planter les graines de tofu quand l'étoile du sud passera au nord. Nous ramasserons les radis tomates quand la constellation du haricot sera dans celle de la casserole. Bien cuit. C'est mieux. Ah tiens, c'est étrange. Il est écrit aussi ne pas mouiller ou nourrir les bêtes après minuit. Tariban,
Oui, Tu Ganymède. sais ce qui me ferait plaisir? Dis-moi, mon amour. J'aimerais faire pour ce soir une petite salade avec des graines de courge. Graines de courge, graines de courge, graines de... Ah non, 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 surtout pas, malheureuse. Tu vas nous ramener les foudres du ciel. Non. Et pourquoi? Et pourquoi, Ganymède? Enfin, il faut planter au 3e jour de la 4e décade, quand l'équinoxe de l'hiver rencontrera le solstice du printemps. Oh, C'est pas encore fait, hein? Tariban, s'il te plaît, Tariban. Non, les malheurs vont s'abattre sur nos têtes si tu fais ça. Arrête, ne les attire pas avec des graines de courge, tu sais, tout peut arriver. Tu crois? Oui. Un peu plus tard, du côté de la vallée des rois. Un, 2, 3, 4, 5. Bonjour, marraine. 6. Par Osiris, dieu de la nuit et du néant et de la mort. Marraine. Cela fait des nuits, Aminopète, que tu regardes les cieux. Mais quand vas-tu poser la première pierre de ma pyramide? Oh, marraine, je calcule, je ne cesse d'observer, marraine, et petit 6 ou 6. Vous êtes malade. Vous avez attrapé le choléra. Et vous savez, la pyramide doit être parfaitement alignée, pas alignonnée, parce que ça ne veut rien dire, selon les astres. Mais comme ceci n'arrête pas de bouger constamment, marraine, je suis perdu, je dois refaire mes calculs constamment. Où êtes-vous? Je suis là, Aminopète. Regardez, j'ai commencé sur mon plan une base de 440 coudées de hauteur sur une base de 40, une hauteur de 200, vous m'impressionnez, Hypop 6, une hauteur de 280 coudées sur une base de 400, une botte. Enfin bref, je m'y emploie, marraine, je m'y emploie. N'oublie pas, Aminopète. Oui. Les dieux sont dans les cieux et te regardent. Oui, ils sont nombreux, hein, surtout. Continue ton explication. Oui, alors, voilà, voyez le conduit sud de la chambre du roi. Oui. Bon, d'une pente de 45 degrés. Oui, Vous voyez, ça fait à peu près ça. oui, Il pointe sur le baudrier. oui. Au moment où Orion est tout en haut du méridien. De l'autre côté. au Oui. fond. Voilà. Ensuite, le conduit nord pointe, lui, vers Draconis. Et le conduit sud de votre chambre, marraine, de 39 degrés, vous pouvez vous rebaisser, voilà, pointe sur l'étoile Canis Majoris, qui est juste en face. Non, enfin, juste là, il faut déplacer à l'instant. Dis-moi. C'est pénible hein, quand ça bouge tout le temps. Oui, dis-moi. Oui. As-tu bien refait tes calculs à propos du Nil? Je ne veux pas que si le Nil déborde, ils viennent dans les galeries, dans les chambres, et jusqu'à inonder les puits. Oui, enfin, c'est ça, je ne peux pas avoir et le nez dans les étoiles et le nez dans le Nil, mais bon, je m'y emploie, marraine. Montre-moi ton plan. Je le trouve bien petit pour une aussi grande pyramide. Non, c'est parce que c'est une perspective, c'est réduit, c'est à l'échelle un millième. Et pourquoi sa chambre est plus éclairée que la mienne? Ah, oh, c'est une question d'exposition, marraine, hein, tout juste. Très bien. Reprends tous tes calculs depuis le début. Je vais aller chercher mes pleureuses. Reprendre depuis le début? Mais cette histoire va prendre 200 ans. Quand est-ce qu'on va nous contempler Et pendant ce temps-là, du côté des Grecs. Dans une grotte profonde. Piti? Piti, es-tu là? Je te sens. Je suis le général Fétassalakis. Je te sens. Ah, je vous vois, Piti Mouskouri. Ah, vous êtes là. Je te sens. Je viens vous consulter. Il faut nous aider. Mon armée est arrêtée aux portes des Phéniciens et ils refusent le combat et autant dire qu'ils font la grève. Oui, le soleil a disparu soudainement. Il était d'un jaune magnifique, poussant limite. Et d'un coup, il a disparu dans un cercle blanc, et puis noir, et puis blanc, et puis noir. Ils ont tous eu peur, ils ont fui dans tous les sens. Nous sommes complètement désorientés, Piti. Ne t'inquiète pas, le soleil reviendra. Ainsi ont parlé les dieux. Ah, merci, Piti Mouskouri. J'espère que vous avez raison. Mais dépêchez-vous, faites vite. Là, je n'ai trouvé qu'une solution. C'est à la limite une petite revalorisation des soldes.
J'ai même pensé à un licenciement astrologique. Mais figurez-vous qu'ils ont créé un syndicat zodiacal. Je ne peux plus rien faire, je suis pieds et poings liés. Maintiens les hommes dans la peur. Mieux tu pourras les mener où tu voudras. En fait, je vous ai pris une poule vivante. Vous la voulez toujours? Oui. Oui, parce qu'elle commençait à me... Attendez, excusez-moi, je suis légèrement dénudé. J'ai un bouton qui... Tenez, prenez la poule. Hop. Le micro, hop. Hop là, voilà. Alors... Elle était plus très jeune. Non, mais bon, si ça peut servir. Elles sont. Oui. Au fait, au niveau des 12 chefs du pays, c'est très compliqué. Hein. J'ai essayé de leur poser des questions, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils donnent des avis contraires. Il faudrait faire quelque chose. Pity, Oui, vous me sentez toujours? je te sens. Tu ne peux rien changer. Ce qui est dicté par les dieux restera. Non, enfin, c'est stupide. Pourquoi 12 dieux du zodiaque? C'est beaucoup trop. On pourra en éliminer quelques-uns, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, moi. On pourrait éliminer les scorpions, éliminer les cancers, les vierges, tiens. Les vierges. Ça sert à rien, les vierges. Ah non, pas les vierges. Pourquoi? Parce que les dieux en ont besoin. Pardon, les dieux. Au fin fond des rizières, dans la province du Champingtong. Pardon, madame. Madame, excusez-moi. Je me suis égaré, je cherche la route de la soie. Ouais, nous ne sommes pas de la même région, nous ne parlons pas vraisemblablement la même langue. Je cherche la route de la soie. Anachaya, si vous voulez, Anachaya. Mais la route de la soie, sinon. Oui, voilà. Pour tricoter, vous voyez. Non, non, la route. Non, pas à la muraille de Chine. Le Grand Palais Royal, oui, je vois, oui. De là de la colline, tu passeras à gauche et puis à droite. Je comprends ce que vous dites. Hein. Oui. Merci, madame. Onchanaya aussi, pareillement. D'accord. Pour moi, tout cela est du chinois. C'est pas évident de se déplacer comme ça. Donc le palais royal, la muraille de Chine, l'étoile du... Ah ah Et pendant ce temps-là, du côté... Voyons, De l'Alhambra. où ça? De l'Alhambra, Grenade? Vous pensez? Bien sûr. Vous avez été sage, allons-y. Du côté de l'Alhambra, Grenade, Valencia. Mais, hey, ami, qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ça se voit, je fais ma prière en direction de la Mecque, au nord. mais là, tu n'es pas au nord, tu es au sud. Ah bon? Oui. Ah ben oui. Ah bah merci. Ah ben oui. Tu sais, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ma prière en direction de la Mecque, au nord. Mais non, Hamid, c'est quand on est en Afrique du Sud qu'on se positionne vers le nord pour prier la Mecque. D'accord. Mais quand tu es en Europe du Sud... Non, du nord. Parce que c'est ici qu'on... Ah oui? Oui. Pourtant, quand on est en Europe du Sud, Non, du on se nord. positionne vers le nord. Non, c'est en Europe du Nord qu'on se positionne vers le sud. En Afrique du Sud, vers le nord. Tu es sûr? C'est ce que tu viens de dire. Bon. Ou alors, Attends. ici, on est Bon, positionne-toi vers l'est. en Europe du Vas-y. Sud, donc on se positionne Positionne-toi vers c'est ça, l'est. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je disais. Mais non, mais tu es complètement à l'ouest, là. Annie. savoir. En plus, c'est trop tard, hein, tu as manqué la prière. Ah bon, voilà. Bon, là, il va falloir vraiment trouver quelqu'un qui nous invente la boussole, hein, parce que là... Ah, Saint-Genis-la-Vallée, pendant l'Inquisition. Petit Jean,
Petit géant, Qu'est-ce qu'il y a? il faut que tu prépares tes affaires. Mais pourquoi? Que nenni? Il faut Qui que vient tu me prépares- déranger? Qui vient me déranger quand je dessine l'infini? Mais c'est moi, ta sœur. Ah. Écoute, il faut que tu prépares tes affaires. L'ample, laisse-moi de l'ampleur. Pose tes pinceaux. L'infini demande de l'ampleur. Ils vont venir te chercher. Qui? Je les ai entendus. Ce sont les chanoines du chapitre de Saint-Jean. Ils sont avec des gendarmes. Il faut que tu partes. Par le Il faut- Galorguedie, mais pourquoi donc? Est-ce que tu te souviens quand Catherine de Médicis est venue à Saint-Génie de la Vallée? Oui, je me souviens, oui. Elle allait jusqu'à Lyon pour voir ce fameux astrologue qui s'appelait Nostradamus. Ouais. Tu t'en souviens? Ben oui, je me souviens. Il y avait toute la cour et un petit moine, tout rond. Tu t'en souviens? Ah oui, moi, tout bien joufflu. Oui. Quand Catherine de Médicis est allée loger chez les Gadagni, le Thomas de Gadagni, au château Oui, de bon, Beauvais. Brèche, parce que là, l'historique, là, ça... Oui, tu te souviens qu'on a accueilli le petit moine? Ah oui, Hein? Tu te souviens bien que vous avez passé toute la nuit à parler en regardant le ciel? Bien sûr. Oui. Et tu te souviens qu'il dessinait tout plein de choses sur des cartes? Comme moi, Des étoiles, des... Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je dessine. Ah mais non, mais arrête. Prépare tes affaires, un baluchon, ils vont venir te chercher. Mais pourquoi? Ils approchent! Mais pourquoi? Mais parce que t'as fait des cartes interdites! Mais pourquoi? Mais quoi, pourquoi? Parce que la Terre est au centre et est pas plate et que elle est pas au centre de l'univers. Eh ben voilà, c'est ce que tu allais j'attendais qu'ils le répéter. disent. C'est ce que tu allais répéter dans la taverne. Bon sang, Tout le village est au courant. Ils sont allés chercher le curé qui est allé chercher ceux de Saint-Jean, du chapitre de Saint-Jean, et qui sont allés chercher des gendarmes et qui arrivent. Encore un coup des platistes et des centristes. Dépêche-toi! Fichtre! Où sont passées les cartes? Tu vas être découpé. Oh, tu vas être zigouillé. Tu vas être torturé. Il va y Arrête de avoir des m'angoisser, sangs là, tu m'angoisses. partout. Arrête de m'angoisser, tu m'angoisses. Je m'angoisse. Je vais les retenir. Oui, c'est une bonne idée. Parce que là, tu m'angoisses. Que faire de la carte? Retirez, je m'en finis. Oh, c'est pas facile de révéler la vérité au monde, hein. Et en plus, c'est même pas du papier recyclé. Nous allons pouvoir passer à l'âge d'or de la cartographie. Ce que j'ai appelé l'âge d'or de la cartographie céleste en Europe, c'est la période qui court autour du 15e au 18e siècle. Et c'est là vraiment où se sont développées les plus belles cartes, qui sont à la fois des œuvres scientifiques, mais aussi des œuvres artistiques très très belles. Il y a eu beaucoup de changements en fait à cette période, autour de la Renaissance bien évidemment, et en particulier la révolution copernicienne. Donc, sans rentrer dans les détails, la Terre n'est plus au centre de l'univers. La Terre n'est qu'une planète parmi d'autres qui tournent autour du Soleil. Donc, le nouveau système solaire de Ptolémée, de Copernic justement, supplante celui de Ptolémée. Et les besoins ont changé également. Les besoins des grandes explorations, des grandes découvertes. Il y a eu des besoins de navigation, de géolocalisation, de mesure du temps. On a envie de savoir, plus précisément, de prendre des systèmes portatifs et de pouvoir se déplacer avec pour faire des mesures de temps, d'angle, et aussi les développements, les améliorations des techniques de cartographie terrestre ont influencé la cartographie céleste. C'est-à-dire que les deux se sont développés à peu près en même temps. On a eu un besoin de faire des nouvelles cartes sur les nouveaux territoires qui ont été découverts à cette époque. Et en même temps, tous ces besoins se sont répercutés sur la partie céleste. Quand on parle de cosmographie, finalement, les cosmographes, c'est à la fois des géographes de terre et de ciel. Finalement, le terme regroupe les deux à l'époque. Donc l'amélioration des techniques de perspective et d'optique ont permis de tous ces développements-là. L'invention de l'imprimerie qui, derrière, va évidemment permettre de répandre tout ce savoir à beaucoup de monde. Et la découverte des constellations de l'hémisphère sud. Jusqu'à cette époque-là, les personnes de l'hémisphère nord ne savaient pas qu'il y avait un autre ciel ou ce qu'il y avait comme constellation dans l'hémisphère sud. Donc la découverte des nouveaux territoires dans l'hémisphère sud ont permis de développer tout ça. Et donc quelques grands noms pour qu'on révolutionnait les cartes. La première vraie carte du ciel manuscrite avec l'hémisphère nord
qui représente les constellations occidentales, dans l'Europe occidentale, c'est ce qu'on appelle le manuscrit de Vienne. Donc en 1440, ce manuscrit a vraiment influencé toute la suite des cartographies, notamment la représentation qui a été faite. Vous voyez les constellations comme celle-ci, c'est la Grande Ourse. Les constellations sont représentées de manière symétrique, comme si on les regardait de l'extérieur. On a toujours cette idée du globe céleste qui était vraiment là l'élément principal. On regardait le ciel de l'extérieur, ce qui paraît pas très intuitif. C'est-à-dire que si vous regardez le ciel et la Grande Ourse dans le ciel, vous la verrez à l'envers par rapport à ce manuscrit. Mais c'était leur vision de la chose, c'était le voir de manière extérieure et de considérer une sphère qui entoure la Terre et on la regarde de manière extérieure et on en fait une carte. On voit également l'influence arabo-musulmane, par exemple ici, un cimeterre dans les bras de Hercule, alors que ça n'a rien à voir pour un héros grec. Les instruments qui ont été utilisés, certains assez rudimentaires, comme le bâton de Jacob, qui ressemble un peu à, pour ceux qui connaissent, la croix des bûcherons. Vous avez en fait une flèche et un marteau, donc deux éléments en bois qui coulissent l'un dans l'autre. Et grâce à ça, vous pouvez pointer deux positions, deux orientations autour de vous et mesurer un angle très précisément. Donc ça permet de mesurer la hauteur des objets par rapport à l'horizon ou la distance en angle d'une étoile par rapport à une autre. Et évidemment, ces éléments sont développés et ont abouti à des instruments beaucoup plus complexes comme l'octant, le sextant ou le quart de cercle, le cadran azimutal ici. Donc certains qui sont beaucoup plus portatifs et d'autres qui sont beaucoup plus solides, robustes et qui donnent des mesures beaucoup plus précises. Donc ceux-là, par exemple, c'est ceux qu'on va pouvoir embarquer dans des bateaux pour pouvoir mesurer les positions et le temps. Des atlas vont se développer, ces grands atlas. Le premier grand atlas de l'époque, c'est l'Uranometria de Bayer. Donc Bayer a été le premier à donner un atlas des deux hémisphères qui incorpore 12 nouvelles constellations qui ont été rapportées par les navigateurs hollandais qui ont été navigués dans les parties sud du globe, autour de l'Afrique du Sud notamment. Mais il reste de la place, c'est-à-dire qu'ils ont mis quelques constellations par-ci par-là, et il y a encore moyen de rajouter des groupes. Mais il a donné quand même une désignation des étoiles qui a perduré, qui est la numérotation par des lettres grecques, c'est-à-dire quand vous avez une constellation, l'étoile la plus brillante c'est alpha, la deuxième la plus brillante c'est bêta, etc. Et on continue d'utiliser pour les étoiles plus brillantes cette nomenclature-là. Une fois qu'on arrive à oméga, on fait une numérotation par des numéros, 1, 2, 3, etc. Le personnage suivant, Hevelius. Donc Johannes Hevelius, qui est un astronome polonais, qui était un personnage assez intéressant parce qu'il était aussi le bourgmestre de Danzig et aussi un brasseur hors pair, un maître brasseur. Et il était un grand mesureur, il avait des grands instruments et il se passionnait de ces mesures et de ces instruments. Il a nommé dans son Uranographia en 1687, à peu près à la date de sa mort, disons, 7 nouvelles constellations qui ont été placées un peu à droite à gauche, pas forcément dans l'hémisphère sud, mais il avait envie de rajouter notamment des instruments de mesure comme le sextant qu'il aimait beaucoup. Il se passionnait pour ces grands instruments, il avait développé par exemple ici un télescope qui faisait 49 mètres de long. Alors télescope complètement vide, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas exactement un télescope, c'est une genre de lunette, vous avez une lentille à un bout et un tube de télescope complètement vide. Donc une lunette vide si vous voulez, mais très 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 longue pour pouvoir faire zoomer fortement. Bon, c'est pas la meilleure qualité quand on sait comment fonctionnent les instruments. En fait, c'était pas ce qui donnait les meilleures qualités et c'est peut-être pas la meilleure méthode, mais au moins il tentait des instruments de cette taille-là. Et sa femme a continué son travail après sa mort. Il n'a pas vraiment survécu, il est tombé malade juste après un grand incendie qui a détruit beaucoup de ses instruments, mais sa femme qu'on voit à côté, elle a beaucoup travaillé et continué son travail de nomenclature d'étoiles, de catalogue d'étoiles par la suite. Le personnage suivant, Nicolas Louis de Lacaille, donc c'était un abbé, un disciple de Cassini, qui avait travaillé sur la mesure du méridien de Paris. Et il avait observé plus de 10 000 étoiles depuis le Cap. Il avait fait une mission là-bas et il avait fait des observations. Et il a nommé 14 nouvelles constellations, essentiellement
basées sur des sciences et techniques. Il a aussi supprimé une très grande constellation qui s'appelait le navire Argo, et qui était vraiment immense, et on avait du mal à se repérer dedans. Donc il l'a séparé en des morceaux de bateaux, la carène, la poupe, les voiles. Il a rajouté des créatures dignes de la mythologie grecque, comme la licorne, l'hydre mâle ou le phélix, mais aussi donc, ces éléments de sciences et techniques, des instruments, des mesures, comme la machine pneumatique, le burin, le compas. Alors forcément, c'est beaucoup moins, ça fait beaucoup moins rêver comme ça, mais à l'époque, c'est ce qui faisait rêver les astronomes. Et donc, comme il y avait toutes ces nouvelles constellations, il y en a qui se sont vraiment donnés à cœur joie et qui ont cherché comme ça à récupérer les faveurs d'un souverain en leur nommant une constellation. Il y a eu plusieurs tentatives comme ça, donner le cœur de Charles ou le chêne de Charles en l'honneur de Charles I ou Charles II d'Angleterre. Donc c'est Halley, le Halley de la comète de Halley qui avait notamment essayé de faire ça. Ou la fleur de lys en France en l'honneur de Louis XIV. Ou le chat, où Jérôme Lalande avait vu cette constellation, il a dit « il y a trop de chiens dans le ciel et je vais rajouter un chat, j'aime bien les chats ». Voilà. Mais toutes ces constellations-là ne sont pas restées. La seule vraiment qui a réussi à nommer une constellation en l'honneur d'un personnage politique, c'est Évelius, qui en fait a nommé l'écu de Sobieski en l'honneur de Jean III Sobieski de Pologne, qui avait sauvé Vienne et la Pologne du joug des Ottomans à l'époque. Donc en l'honneur du roi de Pologne, il a donné le écu de Sobieski. Mais c'est le seul qui a vraiment réussi à faire perdurer une constellation comme ça. L'autre exemple qui est assez intéressant, c'est Julius Schiller. Alors là, il a été à fond. Il a changé toutes les constellations, il a remplacé toutes les constellations existantes, il a proposé un ciel complètement religieux. Donc c'est un petit peu avant, hein, mais c'est intéressant, donc ça n'a vraiment pas du tout duré. Mais il avait fait des très belles cartes et des représentations. Ici, vous voyez Sainte-Hélène à la place de la constellation du Cygne qui porte la croix. Et donc, les constellations du Nord, c'était le Nouveau Testament. Les constellations du Sud, l'Ancien Testament. Les 12 constellations du Zodiaque, bien évidemment, c'est les apôtres. La Voie lactée, c'est le chemin de Saint-Jacques. Et le navire Argo qu'on a vu qui a été supprimé, c'est l'Arche de Noé que vous voyez ici. Donc c'est assez intéressant comme représentation, mais voilà, ça n'a pas resté, ça n'a pas perduré. Mais toutes les autres dont j'ai parlé sont restées par la suite. Et à la fin, disons, du XVIIIe siècle, on commence à avoir d'autres catalogues qui apparaissent. On commence à être fasciné par la gravitation, on commence à découvrir ça et l'utiliser. On voit que la gravitation nous permet de prédire beaucoup de choses, tous les mouvements des planètes, et les comètes. Et ça fascine, les comètes à l'époque, c'est quelque chose d'assez énorme. Les gens veulent voir des comètes, veulent les découvrir, et du coup, ils cherchent à voir s'il n'y a pas des nébuleuses diffuses, des objets diffus, qui pourraient faire semblant que ce soit une comète, mais ce n'est pas des comètes, c'est juste des nuages dans le ciel. Et pourtant, ceux-là sont vraiment très très intéressants également. Et comme ça, Messier, en 1787, a fait un catalogue d'objets diffus qu'on continue d'utiliser maintenant pour les objets diffus et pas pour le fait qu'il cherchait à trouver des comètes. Herschel est un grand astronome anglais qui avait fait une première carte de la Voie lactée en 1785. Il avait pointé son télescope dans différentes positions et commençait à compter les étoiles, simplement dans tout le ciel, et de se dire, quand je regarde dans la Voie lactée, à quel moment j'ai le plus d'étoiles. Il avait fait cette cartographie où vous voyez le Soleil au centre. Il ne pouvait pas mesurer les distances, mais il avait imaginé que s'il y avait plus d'étoiles, c'est qu'on voyait plus loin et que la Voie lactée était plus profonde. Il avait imaginé comme ça une représentation en 3 dimensions de la Voie lactée. Et enfin, Bode, en 1801, dans son Uranographia, a fait un atlas et un catalogue de 17 000 étoiles. Et là, on a tellement d'étoiles qu'on commence à se demander, mais vraiment, il n'y a plus de constellations. Finalement, entre les étoiles d'une constellation et les étoiles de la constellation d'à côté, où est la limite? Il va falloir commencer à délimiter des frontières. Un petit café? Un petit café. Allez. Hop. Merci Gisèle. Je vous en prie, Michel. Bonjour, bonjour à tout le monde. Micha, merci d'être venu si loin. Bonjour à tous. Monsieur le maire. Bon, eh bien, je vois que tout le monde est là. Lui, ça, c'est super de vous voir ce matin. Surtout qu'il est très tôt. Oui, ce que je voulais dire, c'est tôt, hein, quoi. C'est tôt. Donc, je vous remercie d'être tous venus, d'avoir répondu à l'appel. Donc, la région que nous allons traverser est très boisée.
Donc faites attention à faire comme d'habitude. J'ai pris mes bottes. Oui, c'est bien, Michel. On va faire comme d'habitude, hein. On va se mettre sur une diagonale et on va remonter. Alors, on fait attention de ne pas se perdre. Ah! Je voulais aussi remercier le jeune amateur et sa maman, car c'est lui qui a donné l'alerte le premier lorsque la météorite a traversé l'atmosphère. Donc, merci de ton aide, puis merci d'être là aussi. Je vous montrerai exactement la zone qui a été délimitée. Et ben, on fait comme d'habitude. Hein. Michel, ce n'était pas la peine de venir avec votre fusil. Hein. Ah bon? Oui, on ne part pas à la chasse, on va à la cueillette. Ah oui, alors, c'est parce que j'ai confondu, parce que j'ai Baltrap la semaine prochaine. Bah, c'est pas grave. Alors, poule. Paf, la connerie. Pour ceux qui n'aiment pas le café, il y a aussi Allez. de l'eau. Hein. Bon, les enfants, on y va, puis à midi, on se fait un petit gueuleton. Hein. Gisèle, Surtout. j'ai Oui. une petite question. Vous Oui. êtes sûr qu'elle est vraiment tombée cette fois, que le gamin n'a pas rêvé? Non, parce que la dernière fois, on a marché pendant 6 semaines et on n'a jamais trouvé ce maudit caillou pas plus gros que le dentier d'Yvette. Hein. Michel, est-ce qu'un scientifique peut mentir? Ah bah alors, vous savez, c'est-à-dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, hein, Gisèle. Michel, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Oula, moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que. Au travail. On se retrouve tout à l'heure. Eh bien allons-y, j'ai mon À panier. tout à l'heure. J'ai un panier, on m'a même pas amené un panier. Ah si. Allez, Michel, au travail. Oui, bah on y va, ça va, il faut que ça reste ludique aussi, chasser la météorite. Ah, Gisèle. Oui? Gisèle, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Non, plus haut. Faut faire attention, vous marchez. Hein. Oui, bah. Tout doucement. Je marche avec mes pieds dans mes chaussures. quoi. Gisèle, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois pas tout seul, là. Mais Michel, Vous voyez aussi, Gisèle? vous venez de découvrir une échelle cosmique. Ah bon? Oui. Vous croyez? Vous vous y connaissez en théorie des cordes? Oh, vous savez, Gisèle, j'ai plusieurs cordes à mon arc, hein. Moi, je ne vous savais pas quantique. Je passe devant, c'est plus poli. Allez-y. Bon. Grappons. Oh, dites donc. Ça va monte, hein. Oui, vous, Gisèle? Très bien. Tenez-vous bien, hein, si on tombe. Hop là. Oh. Tenez, prenez ma main. Oh, dites donc. Étonnant. Ah ouais. Ah, dites donc. Hé, l'ISS. C'est l'ISS, c'est ça. Oh, prenez la pause. Pourquoi? Ah bah, il y a un pesquet qui est en train de nous prendre en photo. Oui, dis donc. Oh, dites, oui, il est en pleine mission alpha, hein. Eh, regardez, il a le temps de prendre des photos et il laisse son collègue américain changer le panneau solaire tout seul. C'est bien français, ça. On aurait peut-être dû lui amener quelque chose. Ah oui, un saucisson, on aurait dû lui prendre un saucisson, vous avez raison. Ou peut-être une bouteille de vin. Pourquoi? Bah, l'autre jour, quand il survolait, bougez pas, ça va être flou. L'autre fois, quand il survolait la vallée du Rhône, il a dit, oh, j'ai une terrible envie de boire du vin. On aurait peut-être dû l'inviter à une soirée multivers. Coucou Thomas, vous nous enverrez les photos par Instagram. Avançons, Gisèle, avançons, regardez, il y a un petit bout de truc là. Je sais pas ce que c'est. vous laisse passer. Vous avez raison. Laissez-moi faire, Gisèle. Je pars à l'aventure. Attention, laissez-vous des débris orbitaux. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des débris. Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Des Mais il y en a débris. partout. Il y en a partout, mais c'est vous. Oh, bah dites donc, c'est pas très tranquille ici. Hein. Oh, je vous avais dit que l'hiver était un milieu hostile. Mais dis donc, c'est une vraie décharge. Complètement. Je vais en parler au maire. Pourquoi faire? On reviendra faire le ménage. On viendra ramasser. Oui, ça se fait beaucoup en ce moment. Oh là là. Regardez là-bas. Attention. Ouais, j'aurais dû prendre les rédanes. On est ébloui, on voit plus rien. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Oh, attendez, j'ai pensé à tout. J'ai dû... Mais qu'est-ce que c'est, d'abord? Ah, mais je sais. Ah bon? Prenez le mascara. Non, mais qu'est-ce que Mais c'est? c'est des satellites. Une constellation de satellites, ok. Alors. Si vous recouvrez avec le mascara, eh bien, ça se passera très bien. Du mascara? Pourquoi pas du talc pendant que vous y êtes, Gisèle? Non, je pense que le mascara, c'est plus efficace. Mais Noir non. sur noir. Black is black. Oui, Allez-y. Gisèle, je vous remaquille. Et pourquoi ça marcherait Mais pas? parce qu'ils vont surchauffer, il va y avoir un risque d'explosion. Je prends le mascara. Oh, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on avance. Allez-y, sautez, mon ami, Il y a sautez. que moi qui saute. Mais alors. oui, vous sautez bien. vous sautez Merci. bien. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Regardez, suivez-la. Ah oui, c'est bon. Une comète,
chevelu. Ah oui? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, Gisèle, elle est moins bien coiffée que vous. Oh non, elle est très belle. En plus, elle a une coupe mulet, c'est plus à la mode. Oh non, elle est très belle. Mais non, arrêtez donc. Oh, de si près, qu'est-ce qu'elle est belle. Venez, on va passer par là. Suivez-moi, d'étoile en étoile. Ah, je m'égare. Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas, Gisèle. Attention, Gisèle! Regardez un panneau. Il est marqué: vous avez atteint la limite de l'univers. Veuillez vous éloigner de la bordure, s'il vous plaît. Oh, regardez. Vous avez remarqué comme les limites se repoussent d'elles-mêmes. Vous avez raison, on dirait que ça avance. Oh, c'est la preuve de l'expansion de l'univers, Gisèle. Oh, vous savez, si on fait un petit effort et qu'on trouve la matière noire, on va peut-être avoir le prix Nobel de... Pas de matière noire entre nous, Gisèle. Avançons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez? Oh non! Une pouponnière d'étoiles qui naît. C'est mignon! Oh, vous savez, Gisèle, ça donne comme une grosse envie de procréer, tout ça. Vous voulez que je vous emmène voir la face cachée de la Lune? Oh, je suis désolée, les naines noires ne batifolent pas avec les étoiles. Bon, écoutez, je suis éreinté. Allons nous asseoir au bord de cette étoile, si vous le voulez bien. Là. Oui. Ça picote. Oh, Gisèle, si je puis me permettre, je crois que nous sommes arrivés enfin ensemble au 7e ciel. Vous avez raison. C'est beau un clair de terre, Oui. même avec des nuages. Vous êtes de quel signe? Je suis Capricorne, ascendant Bélier. Des bêtes à cordes, hein? Je crois qu'on a un bon alignement de nos constellations, Gisèle. Michel, Oui, Gisèle. je sens que mon cœur commence vers Big Bang. Vous êtes dans le Big Bang, Gisèle? Ouais. Figurez-vous que moi, j'ai les flots cosmiques en expansion accélérée. Non, Gisèle, par contre, il se passe quelque... Gisèle? Mais que vous arrive-t-il, Gisèle? Michel? Je m'enfonce, Gisèle, je m'enfonce. Mais vous devenez tout petit, Michel. Oui, je crois que je suis aspiré par un trou noir, Gisèle. Mais Michel, il n'y a pas de trou noir signalé sur la carte. Ah, alors, si vous voulez mon avis, il serait temps de les signaler, hein. Michel! Ne me lâchez pas, Gisèle. Gisèle, ne lâchez pas. Me laissez pas, Gisèle. Je vous aime. Gisèle, je vous aime. Je vous aime, Gisèle. Michel, réveillez-vous, Arrête. mais c'est pas vrai. Michel, Arrêtez de me taper. Michel, mais ça y est. Quoi? Ça y est, regardez. Je sais pas ce qui vous est arrivé, on l'a trouvé. Quoi? La météorite. Ah, ce truc-là? Oui, je vous offre un café. Et moi, j'ai dormi longtemps. Allez, bah oui, allez, tout le monde un café et un coca. Bien. Nous allons maintenant passer à la suite avec un changement d'échelle au 19e et au 20e siècle. Au 19e siècle, il va y avoir des premiers grands catalogues d'étoiles et de nébuleuses. Et les instruments vont vraiment se développer et atteindre des premières grandes tailles, les premières tailles gigantesques. Depuis, on n'arrête pas de les agrandir, on a toujours continué à les agrandir. Mais notamment le Léviathan que vous avez à droite de Pearson Lord Ross, qui a fait les premières images détaillées de nébuleuses. Il a fait notamment l'image que vous avez en bas de la galaxie, qu'on appelle maintenant la galaxie du tourbillon. Et vous voyez l'image qui est représentée et qui était assez fascinante pour l'époque. Les premiers catalogues d'étoiles doubles aussi, et des variables. On s'aperçoit que les étoiles ne sont pas immuables complètement, elles varient en luminosité dans le temps. Et on commence à classifier les étoiles. Donc ces premiers catalogues de nébuleuses beaucoup plus complètes, qu'on appelle le New General Catalogue ou l'Index Catalogue. Et donc ces nébuleuses spirales ce sont elles qui vont commencer à intriguer un petit peu plus les astronomes pour savoir de quoi il s'agit exactement. On veut beaucoup plus de précision, on commence à rentrer dans l'ère industrielle et donc la mesure du temps à l'ère de la révolution industrielle, c'est très très important pour les trains, pour tout le système social. On veut des instruments plus gros, plus précis mais fixes. On n'est plus en train de les déplacer mais on va vraiment dans la précision. Et l'avènement des plaques photographies. Donc pareil, plutôt que de se référer à l'œil directement, on a la plaque photographique qui va nous permettre de faire des observations qu'on peut analyser à un autre moment, en journée par exemple.
Et du coup, la précision va aussi avec la numérotation des 88 constellations. Elles sont fixées par ce qu'on appelle l'UAI, l'Union astronomique internationale, qui est créée au début du XXe siècle, et donc qui met des frontières. Et vous avez en bas à droite ici la représentation de la constellation de Cassiopée et des frontières de la constellation. Pour la mesure du temps, vous avez des instruments comme celui-ci qui étaient physiquement à l'Observatoire de Lyon, dans un des bâtiments de notre parc, et qui est une lunette méridienne et qui permettait de faire la mesure du temps. Une lunette méridienne, c'est en fait une lunette qui fonctionne exactement dans un axe nord-sud, très précisément alignée sur un axe nord-sud, et du coup, constamment, on attend de savoir quand une étoile passe exactement au méridien. Et on calcule exactement le passage d'une étoile au méridien nous permet de recaler les horloges et de donner un signal temporel. Au même moment, on a développé une grande entreprise qui s'appelle la carte du ciel. La carte du ciel en français, le terme, mais qui est utilisé de manière internationale, puisque c'était un projet international initié par l'Observatoire de Paris. 20 observatoires dans le monde, ça allait de l'Algérie, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili, ont commencé à construire des cartes du ciel très précises. L'idée, c'était de mesurer des choses de l'ordre de la seconde d'arc ou plus petit que la seconde d'arc. Et une seconde d'arc, c'est 1/3600e de degré. C'est quelque chose, il faut vraiment avoir des instruments qui agrandissent fortement, et puis un œil très aguerri et toute une grande quantité d'observateurs. Et le projet était monumental, était complètement sous-estimé à l'origine, et il a pris du coup des dizaines et des dizaines d'années. Ça a quand même aussi, la France s'est lancée dans cette carte du ciel avec notamment les observatoires de Bordeaux et de Toulouse, en plus de l'Observatoire de Paris. Et ils ont dû recruter comme ça beaucoup de personnel pour faire ce travail, et notamment ce qu'on a appelé les calculatrices, des dames de la carte du ciel. Il y avait la maison des dames, avec la maison des astronomes, la maison des dames. Pourquoi? Parce que elle coûtait moins cher au niveau salaire, c'était d'un point de vue économique. Les femmes à l'époque n'avaient pas besoin de certains diplômes pour pouvoir travailler dans les observatoires, et ça leur permettait comme ça d'arriver à faire ce projet. Et pourtant, c'est un projet dans lequel tous les observatoires qui ont été impliqués se sont embourbés, ont pris beaucoup plus de temps qu'ils avaient pensé quand ils ont commencé les premières cartes. Et l'idée, c'était de répertorier dans une petite zone du ciel, dans des catalogues, les positions et la brillance de toutes les étoiles avec une très grande précision. Grâce aux plaques photographiques. Ce qui a beaucoup changé les choses, c'est aussi les premières mesures de ce qu'on appelle la parallaxe. La parallaxe, c'est le fait que quand on regarde une étoile à une certaine époque de l'année et qu'après la Terre tourne autour du Soleil, on va la regarder depuis une autre position par rapport au Soleil. Finalement, par rapport à des étoiles beaucoup plus distantes, si vous avez une étoile proche, elle va sembler bouger par rapport au fond. D'accord ? Elle va décrire un cercle, plutôt une ellipse, qui correspond exactement à la période que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Donc c'est un mouvement qu'on comprend et qu'on attend, mais qui est très difficile à mesurer. On parle justement de la précision qu'on voulait pour la carte du ciel. Et c'était pour ça qu'on voulait ces mesures-là. Le premier à avoir mesuré ça, c'est Bessel, aussi se trouvait à Anderson. Donc à peu près les trois en même temps, dans un mouchoir de poche, on fait les premières mesures. Parce qu'une fois que vous avez pu mesurer ce mouvement-là, vous en déduisez la distance de l'étoile. Et du coup, vous ne parlez plus d'une carte en 2 dimensions, mais vous avez la 3e dimension qui apparaît. Alors là, on est en 1840 et on connaît 3 étoiles. Donc il y avait encore du boulot. Donc l'état des lieux en 1915, si je prends juste cette date comme une date butoir, on a une trentaine de mesures de distance par parallaxe. Donc on parle il y a à peine plus d'un siècle. D'accord ? On ne savait pas ce que c'était ces fameuses nébuleuses spirales, ça intriguait beaucoup les gens, et on cherchait d'autres mesures de distance. Et on a découvert comme ça, notamment les travaux d'Henrietta Leavitt, qui était une calculatrice à Harvard, aux États-Unis, et qui avait découvert une relation en étudiant les étoiles variables spécifiques qu'on appelle les céphéides. C'est des étoiles qui gonflent et se dégonflent avec une certaine période. Et il s'était aperçu,
en prenant quelques mesures de distance, que plus l'étoile était brillante, plus elle gonflait et se dégonflait avec une période longue, plus elle prenait du temps à gonfler et se dégonfler. Et ça devenait très intéressant parce que les périodes dont on parle, c'est de l'ordre de quelques jours, c'est quelque chose de mesurable. Et à partir du moment où on pouvait mesurer une étoile de type céphéide, si cette relation était vraiment correcte, à ce moment-là, le fait de mesurer sa période, on connaissait sa brillance, mais sa vraie brillance, sa brillance intrinsèque. Et comme on connaît son éclat, c'est-à-dire la quantité de lumière qu'on reçoit de cette étoile, on peut faire le lien entre les deux, et le lien entre les deux, c'est la distance. C'est-à-dire que si vous avez une certaine étoile qui vous donne une certaine quantité de lumière, soit elle est très brillante mais proche de vous, non, vous comprenez, soit elle est peu brillante mais proche de vous, soit elle est très très brillante mais beaucoup plus éloignée. Donc si vous connaissez sa brillance parce que vous mesurez ses pulsations, vous pouvez en déduire sa distance puisque vous connaissez son éclat. On est arrivé comme ça en 1920 avec ce qu'on a appelé le grand débat. Le grand débat, c'est une sorte de conférence qui s'est déroulée aux États-Unis et où il y a deux personnes spécifiques qui avaient chacune leur idée de la forme de notre galaxie et des nébuleuses spirales qui étaient dans le ciel et de la taille de tout ça et de la position du Soleil dans l'univers, disons, au moins au niveau de la galaxie et de ses voisines. Herbert Curtis, à gauche, pensait que la Voie lactée était petite, plutôt petite, que les étoiles c'était à peu près la taille de ce qu'avait mesuré Herschel avec les étoiles autour du Soleil, que le Soleil était au centre, ce qu'avait à peu près identifié Herschel, il voyait des étoiles à peu près dans toutes les directions, et que les nébuleuses spirales, par contre, c'était des galaxies, c'est-à-dire d'autres galaxies autres que la Voie lactée. En face, Arlo Shapley considérait, lui, que la Voie lactée, c'était tout, c'était immense, et que les nuages de gaz qu'on voyait, finalement, les nébuleuses spirales, c'était des nuages de gaz parmi d'autres nuages de gaz qu'on voyait dans la Voie lactée. Par contre, il considérait, et il avait des mesures pour le dire, il avait raison pour ça, que le Soleil n'était pas au centre, il était excentré par rapport à la galaxie. Donc la réalité, elle est en dessous, ici, c'est-à-dire que le Soleil est excentré, la Voie lactée n'est pas si grande que ça, et les nébuleuses spirales sont en fait des galaxies autres que la Voie lactée. Donc au final, ils avaient tous plus ou moins raison ou plus ou moins tort. Donc on dit souvent qu'au niveau de découvrir de nouvelles galaxies, c'était plutôt Herbert Curtis qui avait raison, mais Arlo Shapley avait quand même raison sur beaucoup d'autres points. Et ce qui a vraiment permis de confirmer tout ça, c'est les observations de Edwin Hubble dans les années 1920, qui a pu mesurer les distances de galaxies, montrer qu'elles étaient vraiment, vraiment très, très loin. Donc ces nébuleuses spirales, c'était d'autres univers, d'autres galaxies, d'autres univers-îles, comme ils les appelaient à l'époque aussi. Et ce qu'il a surtout découvert, par une technique qu'on appelle la spectroscopie, en analysant la lumière des étoiles suivant toutes ses couleurs, quand il regarde la lumière de ces galaxies, il s'est aperçu qu'entre une galaxie très proche et une galaxie plus lointaine, tout le spectre, donc toutes les couleurs de la lumière d'une galaxie se retrouvent décalées vers le rouge. Et ce décalage systématique a permis de montrer que ce lien avec la distance, de montrer que c'était lié à ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Donc l'expansion de l'univers, qui était donc une théorie qui a été mise en place à l'époque, d'après les observations de Hubble, c'est le fait que si vous vous placez sur une galaxie et que vous regardez d'autres galaxies, toutes les autres galaxies, elles semblent s'éloigner de vous. Et plus elles sont éloignées de vous, plus elles s'éloignent vite. Et ça, on peut l'expliquer facilement si on a un espèce d'effet zoom sur tout l'univers. Vous vous placez ici, vous regardez la distance de la galaxie violette et la distance de la galaxie bleue. Celle-ci est proche et s'éloigne relativement lentement, alors que celle-ci, elle est beaucoup plus loin et s'éloigne à très grande vitesse. Donc ça a permis de comprendre que notre Voie lactée, par rapport aux autres galaxies, qu'on était dans cet univers en expansion. Et on a pu également, autour de la moitié du XXe siècle, commencer à cartographier notre Voie lactée. C'est très difficile d'avoir une vraie carte de la Voie lactée parce qu'on est à l'intérieur. On ne peut pas faire cette image-là en réalité. Ça voudrait demander de sortir complètement de la Voie lactée et de voir sa forme. On peut le faire avec un certain rayonnement qu'on appelle les ondes radio, qui nous permettent de révéler la structure spirale. On voit des nuages de gaz qui se situent partout dans la galaxie. Et cette carte en ondes radio nous donne en fait la meilleure image qu'on pourrait avoir
des différentes structures de notre Voie lactée, jusqu'à des très grandes distances. Parce que les ondes radio permettent de passer au travers des nuages sombres de la Voie lactée et aller très très loin. Je vais passer à la dernière partie, la cartographie céleste à l'ère du Big Data. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il pour le 21e siècle? Donc, les cartes et les catalogues numériques, plus que les cartes globales du ciel, eh bien, maintenant, on utilise plus des catalogues d'objets. Ce sont les catalogues d'objets qu'on va utiliser plutôt que des cartes. L'ordinateur, il permet d'afficher des catalogues par-dessus des observations numériques, et c'est ça qui va représenter notre carte du ciel. Notre carte du ciel, elle est faite par l'ordinateur, on ne va plus les placer à la main ou utiliser des vieux atlas, mais l'ordinateur va nous le fabriquer automatiquement à partir des catalogues d'objets. Les observatoires virtuels aussi, on les utilise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va regrouper des observations de plein de gens, de plein d'observatoires, dans une même base de données pour pouvoir faire le plus grand atlas de l'univers, disons. On regroupe toutes les observations, on rend tout public. Et en fait, l'histoire, le projet que j'ai appelé la carte du ciel, qui a été développé international, comme ça, c'était avant l'heure, un observatoire virtuel. C'était la volonté de partager des données de plein d'observatoires différents et de les mettre tous en même temps et de tout partager. L'interconnexion de ces bases de données, il y a des services, notamment le centre de données de Strasbourg, qui est très performant pour faire ces catalogues fabriqués. Donc on prend une certaine zone du ciel, on demande au centre de données de Strasbourg et il nous sort exactement toutes les observations existantes de tous les observatoires qui sont publics dans cette zone-là. Donc ça nous permet de faire des liens très très précis entre plusieurs observations. Le dernier grand cartographe du ciel, c'est Gaïa. Gaïa, c'est plus un astronome, c'est plus une calculatrice, c'est une dame du ciel, des cartes du ciel. C'est un satellite qui a été envoyé en 2013 et qui observe depuis. Il va observer jusqu'en 2025. Il nous a envoyé ses dernières observations récemment. Il va observer plusieurs milliards d'objets avec leur position, leur brillance et les parallaxes, c'est-à-dire les mouvements apparents de la Terre et du coup les distances sur un très très grand nombre d'objets. Et également les mouvements propres, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, les étoiles vont physiquement se déplacer les unes par rapport aux autres. Et ça, il va pouvoir cartographier ça. C'est la référence astrométrique actuelle, c'est-à-dire la précision de position par rapport aux étoiles. Si on compare entre Hipparque, dont on a parlé au niveau des Grecs, Ulugh-Beg en Ouzbékistan, Hevelius, ici la précision, c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire chaque fois que vous descendez d'un cran, vous êtes 10 fois plus précis. Donc ça veut dire que les avancées, depuis l'an 1000, disons, elles ont été exponentielles, voire pire. Voilà, c'est vraiment extrême. Puisque le fait de sortir de l'atmosphère avec des satellites, ça a complètement changé la donne. Il y a eu un premier satellite qui s'appelait Hipparque, comme le précurseur Hipparque, et le dernier en date, c'est Gaïa. Gaïa nous donne une précision de l'ordre de 3 micro-arcs-secondes, 3 millionièmes d'arcs-secondes. Alors ça ne va pas vous parler comme ça, mais je vais vous donner un équivalent. C'est l'équivalent de mesurer les étoiles à la précision d'une épaisseur de cheveux à 1000 km. Vous voyez un cheveu, vous le placez à 1000 km et vous arrivez à positionner une étoile à cette précision-là. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes de positionnement d'étoiles maintenant. Donc c'est la référence. Et Gaïa nous a donné ce type d'observation. Donc vous avez une carte ici de la Voie lactée et ici on a exagéré le mouvement de parallaxe. Et je vais suivre une étoile et vous voyez une étoile proche du coup va se retrouver à faire un mouvement avec un très grand cercle. D'autres vont avoir des cercles plus petits. Alors, je suis désolé, avec le contraste, on ne voit pas forcément très très bien, mais vous voyez que toutes les étoiles se font des cercles. On peut montrer comme ça que les constellations, elles n'arrêtent pas de bouger au cours du temps, en réalité. Non, ça va. Je pense que ça va. On peut voir aussi, au lieu de la parallaxe, là, dans l'animation qui va suivre, les mouvements propres, c'est-à-dire qu'on stabilise ici les constellations, vous reconnaissez Orion, et maintenant on laisse les choses filer avec les mouvements propres, on imagine qu'on laisse filer ça sur plusieurs millions d'années. Et bien du coup les constellations, elles n'ont plus rien à voir.
elles vont toutes se déformer. On voit les positions des étoiles n'ont plus rien à voir. Donc ça montre le côté aussi éphémère de cette cartographie du ciel et le fait qu'il faut aussi faire une carte évolutive au fur et à mesure du temps. Si on sort de la galaxie, puisque tout ce dont j'ai parlé, c'était notre galaxie, j'ai parlé un petit peu qu'il y avait d'autres galaxies. Si on se place sur les galaxies les plus proches de la nôtre, ce qu'on appelle le groupe local et les galaxies les plus proches, c'est ce qu'on appelle les flots cosmiques. On va pouvoir mesurer les distances des galaxies proches en 3 dimensions, mais aussi leurs mouvements relatifs. On a vu l'expansion de l'univers, mais localement, l'expansion de l'univers, ce n'est pas ça qui domine. Les galaxies vont en fait se retrouver à entraîner les unes avec les autres dans un flot très général, très global. Et donc les personnes qui cartographient ça font ce type de carte en 3 dimensions où chacune des petites taches que vous voyez, c'est une galaxie. Chaque petit point, c'est une galaxie. Donc nous, on se place au centre et on regarde les structures. Donc les galaxies autour de nous se situent donc dans ces grandes structures et on voit aussi les mouvements. C'est-à-dire que les galaxies ont tendance à se rassembler et à suivre des flots et se diriger ensemble vers un espèce de point de recoupement. C'est un petit peu c'est des techniques qu'ils utilisent qui sont prises chez les techniques des bassins versants, où on suit un petit peu les flots des rivières pour arriver à voir qu'il y a un espèce de point où toutes les galaxies semblent converger et qu'on est tous liés en fait avec un supercontinent de galaxies. Et notamment les travaux d'Hélène Courtois ici à Lyon ont permis de nommer ça, ce qu'ils ont appelé ça l'Aniakea, donc le très grand continent de galaxies. Et donc, en gros, c'est un peu, vous êtes ici, la Voie lactée, elle est là, et c'est une des galaxies parmi d'autres dans ce supercontinent qui s'appelle l'Aniakea. Et tout ça, depuis, des galaxies, on en mesure de très très grandes distances. Grâce à l'expansion de l'univers, le fait que plus une galaxie est distante, plus elle s'éloigne de nous à très grande vitesse, mesurer la vitesse d'une galaxie, c'est relativement facile à faire. Et du coup, on utilise ça comme un indicateur de distance. Et si on suppose que l'expansion de l'univers est ce qu'elle est, c'est vraiment l'expansion de l'univers qu'on mesure, à ce moment-là, on peut faire une vraie cartographie complète de toutes les galaxies autour de nous. On s'aperçoit qu'elles sont non pas uniformément réparties, mais elles suivent des structures, des murs, des vides, des régions complètement vides de galaxies et des régions très très structurées. Et des amas de galaxies, des super amas de galaxies. Le dernier grand sondage en date de galaxies, il a cartographié 1,5 million de galaxies, il s'appelle IBOS. Les résultats sont sortis l'an dernier. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. C'est un des derniers grands relevés du télescope Sloan qui est en Arizona, au Nouveau-Mexique, je crois, pardon. Comment c'est fait? Eh bien, c'est un petit peu un travail de fourmi, mais beaucoup plus organisé que la carte du ciel, pour le coup. Il faut faire quand même 1,5 million de galaxies. Donc, vous avez quand même une personne qui va, à partir d'une plaque sur laquelle on a identifié des galaxies, va mesurer les distances en plaçant une fibre optique sur chaque galaxie identifiée. Donc, c'est fait avec de l'informatique. On va percer des trous dans une plaque de métal là où on a vu une galaxie sur une photo. Et on va placer des fibres optiques, ici bleu et rouge. Il faut faire très vite pour être efficace, donc ils doivent placer, c'est accéléré, mais 1000 trous, 45 minutes pour insérer les fibres là-dedans. Et une fois qu'on a mis les fibres, on les met sur le télescope et la lumière qui vient des galaxies va tomber sur une fibre et va être répertoriée par un spectrographe dont on va pouvoir mesurer la distance après. Et du coup, ça a l'air assez rudimentaire comme ça, mais ça a permis de faire 1,5 million de mesures de distance en 4 ans. C'est-à-dire que le système a été vraiment optimisé, même s'il y a une intervention manuelle, elle a été faite au minimum et le plus simple possible pour pouvoir le faire. On a amélioré encore les choses par la suite. Et donc, juste pour les résultats de IBOS, IBOS a permis de donner cette superbe cartographie en 3D des galaxies autour de la nôtre. Donc, vous voyez tous les rassemblements de galaxies. Donc, 1,5 million de galaxies. Nous, on est à peu près au milieu. Donc, on est bien au-delà de ce qu'on a vu avec les flots cosmiques ou les grandes structures. La Voie lactée nous cache quand même 2 régions. C'est pour ça qu'on n'a pas de galaxies ici et là. Vous avez 2 régions un peu sombres, mais autrement, vous avez toutes ces structures qu'on voit de galaxies qui nous entourent. Et donc, cette cartographie est très, très importante pour comprendre l'univers à très, très, très grande échelle. On parle d'échelles ici qui sont de l'ordre de milliards d'années-lumière.
C'est-à-dire que la lumière met des milliards d'années pour venir de ces galaxies les plus distantes jusqu'à nous. Où elles sont transformées. Il y a des raisons de penser qu'elles existent encore, mais peut-être sous une forme un petit peu différente. Tout à fait. Un dernier instrument dont je voulais vous parler, il s'appelle Foremost. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on est en train de le fabriquer ici à l'Observatoire. Donc juste sur le plateau, on est en train de fabriquer 2 des 3 spectrographes qui vont équiper cet instrument. C'est un instrument du même type que pour IBOS. C'est un instrument avec des fibres optiques qu'on va placer sur des galaxies ou des étoiles pour mesurer des distances, par exemple, ou des propriétés des étoiles. Et là, au lieu de demander à une personne de mettre des fibres une par une dans une plaque, on a décidé de faire autrement. Et c'est un système où vous avez des pics avec des fibres attachées qui vont se plier et vont pouvoir bouger avec des courants électriques. Donc on applique un courant électrique, les fibres se déplacent, ce qu'on appelle un porc-épic. En fait, il y a 2400 fibres et chacune, il ne faut pas qu'il y ait de collision, mais elle se déplace de manière à aller pointer vers une galaxie sur le ciel. Et on peut couvrir une région qui est très grande, qui est plus grande que la taille de la pleine lune ici. Donc une petite photo de l'instrument qui est là-haut, qui est caché dans nos laboratoires là-haut, qu'on est en train de fabriquer. Et comment ça va fonctionner? Eh bien, à chaque jour, chaque nuit, on va observer plus de 25 millions de sources, des étoiles et des galaxies en 5 ans. En chaque nuit, ici, vous voyez la Lune qui se déplace de nuit en nuit, et l'observation qui va être faite chaque nuit, c'est chacune des points bleus que vous avez. Donc on a toute une séquence d'observations où on va couvrir tout le ciel de l'hémisphère sud. L'idée, c'est de remplir au maximum tous les points de mesure. On voit la forme de la Voie lactée qui apparaît ici, on veut peut-être moins d'étoiles dans la Voie lactée, et on voit plus de galaxies dans ces régions-là. Donc c'est une simulation de ce qu'on va faire. On va partir sur le ciel en 2023 pour à peu près 5 ans. Donc moi, je suis responsable scientifique ici de Foremost. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Donc ça me tient assez à cœur. Et enfin, juste pour les mentionner, puisqu'il y a des laboratoires lyonnais aussi qui travaillent sur ces deux observatoires. Il y a Euclide, qui est un futur télescope spatial qui va faire une cartographie de l'univers, à la fois avec des spectres en 3 dimensions donc, et en imagerie très précise. Et le LSST, qui est un très grand détecteur qui va couvrir une très grande surface du ciel. Ici, vous voyez la taille représentée par rapport à la pleine lune, qui va faire de l'imagerie en continu du ciel. L'idée, c'est de mesurer des galaxies, mais aussi des astéroïdes, voir du ciel en mouvement, en comparant des images les unes après les autres. C'est très compliqué en termes de quantité de données à traiter. Évidemment. Après, il y a encore pire. Hein, c'est pas ces projets-là qui demandent le plus, pour le coup. Il y a encore pire. L'idée de tous ces projets-là, c'est de mesurer l'expansion de l'univers et comment elle va évoluer. On sait que l'expansion de l'univers, on la connaît actuellement, mais on se demande, par exemple, est-ce que par la suite, cette expansion, elle va ralentir? Est-ce que l'univers, au bout d'un moment, il va se renverser et se remettre à se recontracter? Bon, c'est quelque chose qui est peu probable dans les théories actuelles, mais ça reste quand même sur le tapis. On cherche toujours à mesurer. Est-ce que l'expansion va être en train de s'accélérer, de revenir en arrière jusqu'à refaire l'inverse de ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire un Big Crunch. Voilà, donc c'est l'idée je ne vais pas rentrer dans ces détails-là dans cette conférence-là, mais de tester différents modèles d'univers. Donc finalement, l'histoire de la cartographie céleste, elle suit de très près les évolutions de l'astronomie et de l'astrophysique. La précision de la cartographie, elle a vraiment augmenté de manière exponentielle. Et les objectifs sont passés de besoins pratiques, comme l'agriculture, la mesure du temps, il faut bien se sustenter. Voilà. Par contre, on est passé de plus en plus à de la localisation, de la navigation, et puis à de la compréhension physique, vraiment. Ce qui nous intéresse maintenant, tout ça, c'est maintenant, on n'a plus besoin des étoiles pour repérer l'heure, mais on a tous un smartphone ou autre chose, ou une montre, simplement. Mais la compréhension physique et de vraiment étudier l'univers dans son ensemble. Et du coup, il y a un point commun dans tout ça quand même, c'est que la recherche de lois, de modèles et d'ordres pour construire cette représentation de notre univers et prédire son futur. Et là, quelque part, en fait, rien n'a changé. C'était toujours l'idée de base, c'était de comprendre un peu l'ordre qu'il y a dans l'univers et dans le ciel, le principe de cartographier tout ça. Voilà. Une dernière.
J'ai peur, je sais pas. Bon, vous me dites quand on est à l'antenne. Oui, Gigi, elle est où la nana pour me faire le visage? Là, j'ai des cernes partout. La maquilleuse, tu me l'envoies, on va passer à l'antenne. Allô? Oui? Oui? Ok. Ici, Charline Potier qui vous parle en direct depuis l'ISS pour suivre avec vous une performance extraordinaire, unique, fantasmagorique, qui dépasse l'imaginaire. Elle est proposée par le grand danseur russe Igor Borinsky, qui, comme vous le savez, pour échapper à 145 années de goulag, me dit-on dans l'oreillette, a choisi d'offrir au monde entier la danse du cosmos. Il s'élancera dans la stratosphère à 5h30 du matin. Le compte à rebours a commencé. Je suis heureuse que vous nous suiviez de Tokyo à Hawaï en passant par Londres. Et comme vous allez le voir, il est juste derrière moi. Je vais m'approcher de lui pour lui poser quelques questions. Bonjour Igor. Moi journaliste, moi poser question à vous. Vous êtes prêt? Vous avoir travaillé longtemps? Il dit oui. Est-ce que vous êtes confiant? Il est très confiant, il a travaillé avec toute l'équipe de l'ISS pendant des mois et des mois. On l'a même enfermé à l'intérieur d'une espèce de pylône sous un volcan à une grande altitude. Oui. Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie d'envoyer à une personne en particulier? Oui, alors... vodka? Ok. Alors, si j'ai bien compris, il remercie Johan Richard pour tous ses conseils. Il remercie... Oui. Johan Richard, Alors, il remercie donc Johan Richard pour ses conseils techniques, ses merveilleux conseils techniques qui l'ont beaucoup aidé à appréhender ce qu'il va vivre tout à l'heure, et également pour ses grandes connaissances du cosmos et de l'univers. Oui, et donc il dit si jamais il lui arrive un pépin pendant que l'heure tourne, il donne sa dernière bouteille de vodka à Johan Richard. Nous sommes prêts. Je vais faire ce qu'il me dit de faire. J'ouvre le sas. J'aide l'homme en détresse. Vous nous suivez toujours en direct. Ici, Charline Potier. Je pense qu'on a oublié quelque chose, mais tout va bien se passer. J'ai le fil dans ma main. Il est en train, je sais pas ce qu'il fait, ça y est, il est parti, mesdames et messieurs, vous avez entendu la musique. Je le ramène. Ça y est, il a commencé sa magnifique chorégraphie. J'essaye de savoir où j'en suis dans mes fiches. Oui, la musique a bien commencé. Il commence avec une magnifique nébuleuse spirale qui sera sa première figure. Il tente un enroulé, 2 enroulés, 3 enroulés, 4 enroulés. 3 enroulés, c'est du jamais vu, mesdames, messieurs, c'est du jamais vu. On n'avait jamais vu ce qu'il est en train de faire et qu'il termine avec une deuxième figure. Expansion de l'univers. Expansion de l'univers qu'il refait avec joie et bonheur pour terminer avec une magnifique parallaxe complètement réussie, une légère petite déviation due à un satellite, le satellite
qui est passé à côté, je ne sais pas ce qu'il fait, mais oui, c'est la 4e figure. Il enchaîne avec une céphéide. Attention, regardez bien la finesse de ce que vous allez voir. Contraction, dilatation, contraction, dilatation. Nuage de gaz, mesdames, messieurs, en direct, nuage de gaz. Attention, il va atteindre bientôt la vitesse de la lumière. Oui, bravo, Igor! Ai briciano! J'ai lâché le fil. Non, mais plus au pied! Oh ben, coupez! Comment ça, je suis encore à l'antenne? Mais j'ai aucune note. Oui, mesdames, messieurs, messieurs et mesdames, allô la Terre, vous m'entendez? Mesdames et messieurs, je rends maintenant hommage à celui qui fut le grand danseur étoile du Bolchoï et qui va maintenant briller pour l'éternité dans le firmament, étoile filante. Ici l'ISS, Charline Poitiers. À vous l'antenne, si vous nous suivez toujours du côté de Hawaï. À vous, Johan. Richard.